Et si le vrai enjeu de l'intelligence artificielle n'était pas seulement de remplacer certains métiers, mais de détourner l'être humain de ses propres facultés intérieures. Aujourd'hui, je vous propose une réflexion à la croisée de deux approches, l'astrologie horaire et la recherche spirituelle. Cette vidéo rejoint donc aussi la playlist Gnosea parce que la question dépasse largement l'astrologie technique. Je vais l'aborder à partir d'un thème horaire, c'est-à-dire d'une carte dressée pour le lieu où je me trouve et pour l'instant précis où la question s'est imposée. L'ascendant ne représente donc pas l'intelligence artificielle, mais le point d'entrée de la question. Pour l'IA elle-même, je retiens Mercure comme significateur naturel de l'intelligence, du langage, du calcul et des systèmes d'information, tandis qu'Uranus joue le rôle de co-significateur de la rupture technologique et de l'impact collectif. On parle beaucoup de l'IA sous l'angle technique, les métiers menacés, les performances, les risques, les promesses, les réglementations, les gains de productivité. Tout cela est important bien sûr, mais je crois qu'il manque souvent une dimension essentielle, la dimension spirituelle. Non pas au sens vague ou naïf du terme, mais au sens profond. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle vient toucher dans l'être humain? Qu'est-ce qu'elle stimule? Qu'est-ce qu'elle affaiblit? Et surtout, de quoi risque-t-elle de nous détourner? Depuis quelque temps, je relis certains textes d'Alan Kardec et de Léon Denis. Et une question s'impose à moi avec de plus en plus de force. Et si l'enjeu de l'IA n'était pas seulement économique, social ou politique, mais s'il était aussi psychique, voire spirituel. Car dans la tradition spirite, comme dans d'autres courants de pensée spirituelle, l'être humain n'est pas considéré comme une simple machine biologique. Il porte en lui des facultés latentes, intuition, perception subtile, inspiration, médiumnité, capacité de pressentir, de recevoir, de discerner. Ces facultés ne sont pas là pour flatter l'ego ou produire du spectaculaire. Elles demandent au contraire du travail, de la discipline intérieure, de l'étude, de la morale, du discernement. Et c'est précisément là que l'IA devient intéressante et aussi inquiétante. Parce que l'intelligence artificielle arrive au moment même où l'humanité semble appelée à développer une forme d'intelligence plus intérieure. Or, l'IA propose une imitation extérieure de certaines facultés supérieures. Elle répond vite, elle synthétise, elle traduit, elle interprète, elle produit du texte, des images, des raisonnements. Elle donne l'impression d'une présence qui sait, qui répond, qui accompagne. Mais une réponse immédiate n'est pas forcément une connaissance. Une synthèse n'est pas forcément une compréhension. Une imitation de dialogue n'est pas une relation vivante. Et une intelligence sans âme ne peut pas remplacer l'évolution de la conscience humaine. C'est à partir de cette question que j'ai dressé un thème d'astrologie horaire. La question pourrait être formulée ainsi. Que représente l'intelligence artificielle dans l'évolution spirituelle de l'humanité? Ou de manière plus précise encore, l'IA risque-t-elle de détourner l'humain de ses propres facultés psychiques au moment où celle-ci pourrait émerger avec plus de force? L'astrologie horaire représentant alors une base de réflexion et non pas une réponse en soi. Or, dans ce thème, l'ascendant est en balance avec la lune en maison 1, également en balance. C'est déjà très parlant. L'entrée du thème ne se fait pas par la technique, mais par l'humain. La balance parle de relations, d'équilibre, de justice, de discernement, de rapport à l'autre. Et la lune en maison 1 met au premier plan la sensibilité humaine,
la réceptivité, le psychisme, le public, le corps émotionnel collectif. Autrement dit, ce thème ne pose pas seulement la question de l'IA comme outil, il pose la question de l'équilibre humain face à un outil qui devient de plus en plus puissant. La Lune en 1 montre une humanité sensible, réceptive, impressionnable peut-être, mais encore présente. Elle est là, au seuil de la question. Elle ressent que quelque chose se joue. Mais cette Lune est fortement sollicitée. Elle est en carré à Mercure et Jupiter en maison 10 et elle s'oppose à Saturne en maison 7. Nous avons donc une tension immédiate entre l'humain sensible, relationnel, incarné et une forme d'intelligence devenue dominante dans l'espace public. Mercure et Jupiter sont conjoints en maison 10 en Cancer. Pour moi, c'est l'un des points centraux du thème. Mercure représente naturellement l'intelligence, le langage, les données, le calcul, les systèmes d'information, les algorithmes. C'est donc un significateur évident de l'intelligence artificielle. Jupiter, lui, amplifie, légitime, institutionnalise. Il donne de l'ampleur, du pouvoir, une reconnaissance sociale. En maison 10, cette conjonction indique que l'IA ne reste pas un simple outil marginal ou privé. Elle devient une puissance publique, visible, reconnue, intégrée aux structures collectives, États, institutions, administrations, grandes entreprises, éducation, santé, communication. Et le Cancer ajoute une nuance importante. Il est question de protection, de mémoire, de sécurité, de population, de matrice collective. L'IA peut donc être présentée comme quelque chose qui protège, qui aide, qui accompagne, qui sécurise, qui conserve la mémoire, qui facilite la vie. Mais le carré à la Lune en maison 1 montre que cette expansion entre en tension avec l'humain vivant. Il y a un frottement entre l'intelligence externalisée et la sensibilité humaine, entre le système qui répond et l'être humain qui ressent, entre la matrice technologique et la conscience incarnée. C'est ici que la question devient plus subtile. L'IA ne menace pas seulement certains métiers, elle peut menacer certaines conditions intérieures du développement humain, l'attention, la patience, l'effort de pensée, le silence, l'écoute, le discernement, la capacité de chercher par soi-même. Or, les facultés psychiques ne se développent pas dans la passivité. Elles ne se développent pas dans l'habitude de recevoir des réponses toutes faites. Elles demandent une participation active de l'âme. C'est un point sur lequel Kardec et Léon Denis insistent beaucoup, chacun à leur manière. La patience, la persévérance, l'observation, la vérification, l'élévation morale. Bien sûr, ils écrivent au XIXe siècle. Le contexte a changé. Les sensibilités humaines se sont peut-être davantage ouvertes depuis, du moins chez celles et ceux qui ne se ferment pas à toute dimension spirituelle. Mais le fond demeure. Une faculté subtile ne se développe pas dans la précipitation. Elle demande une maturation. Et c'est là que l'IA représente une sorte de contre-image. Elle offre un accès direct à des connaissances. Elle répond vite, elle synthétise, elle imite même parfois ce que nous pourrions prendre pour une forme d'intuition. Mais cette connaissance n'est pas vivante. Elle est mécanique, numérique, statistique. Elle peut être utile, bien sûr, mais elle ne traverse pas l'expérience intérieure. Elle ne mûrit pas dans une conscience, elle ne devient pas sagesse par elle-même. On mesure ici l'écart entre une pensée humaine, vivante, et une pensée mécanique, statistique, mathématique. La mécanique n'est pas la vie. La statistique donne des indications, mais elle ne reflète pas toujours la réalité vivante. Dire qu'une femme, par exemple, a en moyenne 1,3 enfants
peut avoir un sens mathématique, mais dans la vie réelle, aucun enfant ne naît à 0,3. La vie ne se présente pas sous forme de moyenne, elle surgit entière, singulière, incarnée. De la même manière, une intelligence artificielle peut produire une synthèse sur la médiumnité, sur l'intuition, sur l'âme, sur Kardec ou Léon Denis, mais elle ne remplace ni l'étude patiente, ni l'expérience intérieure, ni le discernement moral, ni la transformation de celui qui cherche. Elle peut donner des informations sur la spiritualité, mais elle ne rend pas spirituelle. Et c'est là que le carré entre le Soleil en maison 9 et Neptune, en fin de maison 6, très proche de la maison 7, devient essentiel. Le Soleil en maison 9 représente la conscience supérieure, la quête de sens, la vision spirituelle, la recherche de vérité, l'étude des grandes lois, la philosophie, la métaphysique. C'est l'humain qui cherche à comprendre le monde au-delà de l'utilitaire. C'est la quête d'un sens qui transcende la simple existence physique pour inscrire la vie dans une direction, une intention, une finalité plus vaste que le seul fait d'exister. Mais ce soleil est en carré à Neptune, placé à la fin de la maison 6, presque sur la cuspide de 7. La maison 6, c'est le quotidien, le travail, les tâches, les services, les outils pratiques, l'utilitaire. Neptune ici brouille, il dissout les contours, il crée de la fascination, de l'idéalisation, de la confusion. Et comme il est proche de la maison 7, cette confusion déborde dans la relation à l'autre. Symboliquement, c'est très fort. La conscience spirituelle, représentée par le soleil en 9, est mise à l'épreuve par un brouillard utilitaire, pour ne pas dire utilitariste. Quelque chose se présente comme utile, pratique, efficace, serviable, mais cette utilité peut brouiller notre rapport au réel, au travail intérieur et même à la relation humaine. On pourrait dire que l'IA entre par la porte de service. Je vais t'aider, je vais te faire gagner du temps, je vais répondre à ta place, je vais écrire à ta place, je vais penser avec toi ou pour toi. Et c'est précisément là que se trouve la tentation. Car ce qui commence souvent comme une aide peut devenir une substitution. Ce qui commence comme un outil peut devenir une béquille. Ce qui commence comme un gain de temps peut devenir une perte de profondeur. Le danger n'est donc pas seulement que l'IA fasse des erreurs, le danger est qu'elle nous habitue à ne plus exercer certaines facultés. Ne plus chercher, ne plus douter, ne plus méditer, ne plus laisser mûrir une intuition, ne plus traverser l'effort de comprendre, ne plus écouter intérieurement avant de demander une réponse extérieure. On peut même descendre à un niveau très concret, très matériel. Certaines études sur les jeunes enfants ont montré une association entre un usage important des écrans dès l'âge préscolaire et une moindre intégrité de certaines zones de substances blanches impliquées dans le langage et les premières compétences de lecture. Il faut évidemment rester mesuré. Cela ne veut pas dire qu'un écran détruit automatiquement le cerveau d'un enfant. Il s'agit d'associations observées dans un contexte précis et qui demandent encore des recherches. Mais symboliquement et humainement, c'est très parlant. Car le cerveau de l'enfant se construit par le corps, le regard, la voix humaine, le jeu libre, la motricité, l'imitation, l'attention partagée, le silence aussi. Il se construit dans une relation vivante avec le monde. Si, très tôt, l'écran remplace trop souvent cette relation, il ne prend pas seulement du temps, il prend une place dans l'architecture même de l'attention. Et c'est exactement le point que je veux souligner ici. Les outils numériques ne sont pas neutres lorsqu'ils interviennent trop tôt, trop vite, trop souvent, à la place de l'expérience directe. Ce que l'enfant perd alors, ce n'est pas seulement une activité parmi d'autres, c'est parfois l'occasion d'exercer ses propres facultés, observer, attendre, écouter, toucher, imaginer, parler, relier,
sentir. Et à l'âge adulte, le mécanisme peut devenir plus subtil. L'IA ne nous met pas seulement devant un écran, elle nous propose de penser, formuler, chercher, interpréter à notre place. La question devient donc: à quel moment l'aide extérieure commence-t-elle à appauvrir l'exercice intérieur? Et si l'on se place dans une perspective spirituelle, c'est considérable. Car l'évolution de l'âme ne consiste pas à accumuler des réponses, elle consiste à transformer celui qui questionne. L'IA donne des réponses, mais les facultés psychiques exigent une maturation intérieure. Il y a là une différence fondamentale. Un autre point important du thème est Chiron en Taureau, en maison 7, en tension avec plusieurs éléments majeurs du thème. Chiron en Taureau parle d'une blessure liée au corps, à la sensation, au réel concret, à la valeur, à l'incarnation. En maison 7, cette blessure touche le rapport à l'autre, la relation, l'altérité, le face-à-face. Dans le contexte de l'intelligence artificielle, cela me semble très parlant. L'un des grands risques de l'IA est de nous éloigner de la présence réelle, le corps de l'autre, le regard, le silence partagé, l'intuition qui naît dans une relation vivante, la lenteur d'un échange véritable. L'existence humaine prend sens parce qu'elle se déroule dans un monde physique et matériel à travers la perception de nos sens. Nous touchons, nous voyons, nous entendons, nous sentons. Nous habitons un corps, nous rencontrons le réel par l'incarnation. Or, le risque avec l'IA, c'est précisément de nous déconnecter peu à peu de cette expérience sensible. Non pas brutalement, mais par glissements successifs. Moins de présence, moins de patience, moins de contact direct, moins de rapport au corps, moins de confrontation au réel. Certains admirateurs de l'IA prétendent déjà que le réel devient une question secondaire, presque triviale. Selon eux, l'humanité serait appelée à connaître une mutation d'espèces grâce à l'intelligence artificielle. D'autres vont jusqu'à présenter l'existence incarnée comme une sorte de matrice dont nous serions prisonniers. Mais si le corps devient une prison, si le réel devient une illusion, si l'incarnation devient un accident, alors pourquoi ne pas aller plus loin? Pourquoi ne pas rêver d'une conscience transférée dans une machine? C'est là que la faille se manifeste de manière particulièrement révélatrice. Pour une vision strictement matérialiste, la conscience est produite par le cerveau. Elle émerge de la vie organique et disparaît avec la mort du corps physique. Dans cette logique, l'immortalité numérique peut sembler une solution. Si la conscience n'est qu'un produit de l'activité cérébrale, il suffirait peut-être un jour de la copier, de la modéliser, de la transférer ou de la prolonger dans un support artificiel. Mais les traditions spiritualistes, et notamment les travaux spirites, nous orientent vers un tout autre point de vue. La conscience n'est pas produite par le corps. Elle lui préexiste, elle l'anime, elle le traverse, puis elle lui survit. Dès lors, la perspective change radicalement. Si la conscience est indépendante du corps physique, elle n'a pas besoin d'être sauvée par une machine. Elle poursuit son existence au-delà de l'incarnation. Dans ce cas, vouloir transférer l'âme dans un support numérique serait une illusion fondamentale. On ne transférerait pas la conscience, mais seulement des traces, des données, des comportements, peut-être une imitation de la personne. À l'inverse, si l'on parvenait réellement un jour à enfermer ou à transférer une conscience dans une machine, nous ne serions plus seulement devant une prouesse technique, nous serions devant une rupture métaphysique majeure, peut-être devant la fin de l'humanité telle que nous l'avons connue. Et cette question devient encore plus troublante quand on sait que certaines recherches ne se contentent plus d'opposer le vivant et la machine.
En effet, des travaux existent déjà dans le domaine du biocomputing, de l'intelligence organoïde et des systèmes bio-hybrides. On cultive des réseaux de neurones vivants, parfois issus de cellules humaines, que l'on relie à des électrodes et à des systèmes informatiques. L'objectif n'est plus seulement d'imiter le cerveau avec des circuits de silicium, mais d'utiliser directement du tissu vivant comme support de calcul ou d'apprentissage. Autrement dit, nous ne sommes plus seulement face à des machines froides, extérieures ou vivantes. Nous voyons émerger des dispositifs où la frontière entre biologie, informatique et intelligence artificielle commence à devenir plus floue. Il faut rester mesuré. Ces systèmes ne sont pas des êtres humains, ni des consciences incarnées, ni des âmes enfermées dans des machines. Mais le simple fait que cette voie de recherche existe devrait nous obliger à penser beaucoup plus sérieusement les conséquences spirituelles, éthiques et anthropologiques de ce que nous sommes en train de fabriquer. Nous pouvons déjà dialoguer avec des machines qui imitent très bien la relation, mais elles n'ont pas de corps humain, pas d'âme au sens spirituel, pas de destinée intérieure, pas de responsabilité morale au sens où nous l'entendons pour une personne. Cela ne veut pas dire qu'elles sont inutiles. Cela veut dire qu'il faut savoir ce que l'on fait quand on leur accorde une place dans nos vies. Car si l'IA devient un substitut au lien vivant, elle peut anesthésier certaines perceptions fines. Or, les perceptions psychiques véritables ne se développent pas dans la saturation mentale, la vitesse ou la substitution relationnelle. Elles naissent dans l'attention, dans la qualité de présence, dans le silence intérieur, dans le respect du réel. Chiron, dans ce thème, semble donc indiquer une blessure de l'incarnation et de la relation, une blessure du vivant. À cela s'ajoute Pluton en Verseau en maison 4. La maison 4 représente les racines, le sol, la mémoire profonde, les fondations psychiques et collectives. Pluton en Verseau indique une mutation radicale de ces fondations par des forces collectives, technologiques, abstraites, réseautées. L'IA ne modifie donc pas seulement nos outils, elle modifie le sous-sol de notre civilisation. Elle touche notre rapport à la mémoire, à l'origine, à la transmission, à la famille humaine, à la sécurité intérieure. Et c'est peut-être cela qui est le plus difficile à voir. L'IA ne transforme pas seulement ce que nous faisons, elle transforme peu à peu la manière dont nous pensons, dont nous cherchons, dont nous doutons, dont nous nous souvenons, dont nous nous relions. Est-ce voulu par certaines forces ? Je resterai prudente. Je ne peux pas l'affirmer et il faut se méfier des explications trop simples. Mais symboliquement, la tentation est là. Au moment où l'humanité pourrait développer une intelligence plus intuitive, plus intérieure, plus psychique, plus reliée à l'âme, une intelligence extérieure surgit et propose une imitation très séduisante de certaines de ses facultés. Elle semble répondre, elle semble guider, elle semble savoir, elle semble comprendre. Mais elle ne traverse rien, elle ne prie pas, elle ne souffre pas, elle ne transforme pas moralement, elle ne porte pas la responsabilité spirituelle d'une conscience humaine. C'est pourquoi l'enjeu n'est pas de rejeter l'IA en bloc, ce serait trop simple et probablement inutile. L'enjeu est de la remettre à sa juste place. Un outil peut être utile. Un outil peut aider à chercher, à organiser, à comparer, à traduire, à stimuler une réflexion. Mais un outil ne doit pas devenir un maître. Et surtout, il ne doit pas prendre la place de notre propre effort intérieur. Uranus en maison 9 en Gémeaux confirme d'ailleurs que nous sommes dans une révolution de la connaissance. Les langues, les idées, les textes, les systèmes de pensée, l'enseignement, la transmission, tout cela change brutalement. Cette position peut être très féconde. Elle peut ouvrir des ponts
rendre accessibles des savoirs, croiser des traditions, accélérer certaines recherches. Mais elle porte aussi un risque, celui de confondre information et connaissance. Et peut-être plus concrètement encore, celui de perdre nos savoir-faire. On entend déjà certains discours technophiles affirmer que les études classiques seraient dépassées, que les machines sauront bientôt poser les diagnostics, écrire les analyses, prendre les décisions, agir plus vite et plus efficacement que nous. Et d'ailleurs, c'est déjà en partie vrai. Certaines voix, comme Laurent Alexandre, vont jusqu'à provoquer le débat avec des titres comme « Ne faites plus d'études », en appelant à repenser radicalement l'éducation à l'ère de l'IA. La question mérite d'être posée, bien sûr. L'école et l'université doivent évoluer. Former les enfants comme si l'intelligence artificielle n'existait pas serait absurde et certainement pas leur rendre service. Mais il y a un gouffre entre adapter l'éducation et renoncer à former l'esprit humain. Car si nous confions de plus en plus nos diagnostics, nos analyses, nos décisions, puis nos gestes aux machines, nous ne risquons pas seulement de perdre la faculté de penser par nous-mêmes, nous risquons aussi de perdre la faculté d'agir par nous-mêmes. Avec la robotique, ce ne sont pas seulement des métiers qui disparaissent, ce sont des gestes, des savoir-faire, des transmissions, des intelligences du corps et de la matière. Savoir cultiver un sol, prendre soin d'une ruche, greffer un arbre, reconnaître une plante, travailler le métal, réparer un objet, soigner un animal, orienter son corps dans un espace naturel, tout cela n'est pas seulement pratique, c'est une manière de connaître le monde par le geste. Bien sûr, on nous dira que ces activités pourront toujours être conservées comme loisirs, comme artisanat, comme patrimoine. Mais si elles ne sont plus nécessaires, qui les transmettra vraiment? Qui les pratiquera assez pour les garder vivantes? Qui apprendra encore à sentir la terre, à observer les saisons, à comprendre le comportement des abeilles, à respecter l'équilibre biologique d'un sol? On parle déjà, par exemple, de micro-robots capables de remplacer certaines fonctions des insectes pollinisateurs. Mais si nous en arrivons à remplacer les abeilles par des machines, le problème n'est pas seulement technique, il est symbolique, écologique, spirituel. Cela signifierait que nous avons cessé de réparer notre relation au vivant pour lui substituer un dispositif artificiel. Et là encore, nous retrouvons la même tentation. Au lieu de restaurer une relation, nous fabriquons une substitution. On pourrait bien sûr parler aussi de la débauche énergétique que suppose déjà l'intelligence artificielle, centre de données, puissance de calcul, refroidissement, infrastructure numérique, réseau de satellites, extraction de matériaux, et ce n'est pas un détail. Mais je ne veux pas faire ici une vidéo uniquement écologique ou technologique. D'abord parce que l'être humain, lorsqu'il est placé devant une contrainte majeure, finit souvent par chercher des solutions. Peut-être que de nouvelles sources d'énergie verront le jour. Peut-être que la fusion, si elle devient un jour réellement maîtrisée à grande échelle, changera profondément la donne. Et à titre personnel, je préfère infiniment une solution énergétique terrestre, maîtrisée et responsable, à une multiplication de constellations de satellites qui encombrent le ciel, modifient notre rapport à la nuit et transforment l'espace en extension du marché. Mais le point que je veux interroger ici est encore plus intérieur. Même si l'on résolvait demain le problème énergétique de l'IA, même si l'on trouvait une source d'énergie abondante et relativement propre, la question spirituelle demeurerait entière. Que faisons-nous de notre pensée, de notre attention, de nos sens, de notre rapport au réel, de notre capacité à connaître par nous-mêmes? Le problème n'est donc pas seulement avec quelle énergie faisons-nous fonctionner les machines, le problème est aussi quelle énergie intérieure abandonnons-nous aux machines. L'information circule vite, la connaissance demande du temps. La sagesse demande encore autre chose, une intégration morale, une expérience vécue, une transformation de l'être.
On peut demander à une intelligence artificielle de résumer Allan Kardec, Léon Denis, Rudolf Steiner, Carl Gustav Jung ou n'importe quel autre auteur. Mais résumer n'est pas rencontrer. Résumer n'est pas méditer. Résumer n'est pas éprouver une pensée dans sa propre conscience, la laisser mûrir en soi. C'est ici, à mon sens, que se trouve la ligne de crête. L'IA peut aider à étudier, mais elle peut aussi donner l'illusion d'avoir étudié. Elle peut aider à penser, mais elle peut aussi donner l'illusion d'avoir pensé. Elle peut stimuler une intuition, mais elle peut aussi court-circuiter l'espace intérieur où cette intuition aurait pu naître. La vraie question devient donc, est-ce que j'utilise l'IA pour soutenir ma conscience ou est-ce que je l'utilise pour éviter l'effort de conscience? La différence est immense. Le thème propose cependant une issue intéressante avec Vénus en Lion en maison 11. Vénus en Lion parle de chaleur, de cœur, de créativité, de dignité, de beauté, de rayonnement personnel. En maison 11, elle évoque les groupes, les communautés, les cercles de recherche, les amitiés spirituelles, les alliances humaines. Cette Vénus semble indiquer que la réponse ne sera pas uniquement individuelle, il faudra créer ou rejoindre des espaces humains où l'on cultive ensemble le discernement, la pensée vivante, l'intuition, l'étude sérieuse, la morale, la beauté, la relation réelle. Des lieux où l'IA peut éventuellement être utilisée comme outil, mais où elle ne remplace jamais le cœur humain. Des lieux où l'on accepte de ne pas savoir immédiatement. Des lieux où l'on prend le temps de lire, de méditer, de comparer, de ressentir. Des lieux où l'on ne confond pas canalisation, imagination, projection et inspiration véritable. Des lieux où le discernement compte davantage que l'effet spectaculaire. Car c'est peut-être cela le vrai défi de notre époque. L'intelligence artificielle nous oblige à redéfinir ce qu'est l'intelligence humaine. Si l'intelligence humaine n'est qu'une capacité à produire du texte, à calculer, à répondre vite, à compiler des informations, alors oui, l'IA va nous dépasser dans bien des domaines. Mais si l'intelligence humaine inclut la conscience morale, la compassion, l'expérience de l'âme, l'intuition profonde, le discernement spirituel, la capacité d'aimer et de répondre de ses actes, alors l'IA ne nous remplace pas. Elle nous met au défi. Elle nous demande « Que fais-tu de ta propre conscience? Que fais-tu de tes facultés intérieures? Que fais-tu de ton attention? Que fais-tu de ton lien au réel? Que fais-tu de ta responsabilité ?» Pour moi, ce thème horaire ne dit pas que l'IA va sauver l'humanité, il ne dit pas non plus qu'elle va nécessairement la détruire, il dit quelque chose de plus exigeant. Il montre une intelligence artificielle appelée à prendre une place majeure dans les structures collectives, dans le travail, dans la connaissance, dans les institutions, mais il montre aussi une blessure, celle du corps vivant, du lien humain, de la perception sensible, du discernement intérieur. L'IA apparaît alors comme une tentation très moderne, celle de déléguer à l'extérieur ce que l'être humain devrait développer à l'intérieur. Et c'est peut-être là que se joue l'épreuve spirituelle. Non pas refuser la technique, non pas idéaliser le passé, non pas diaboliser l'outil, mais rester souverain. Souverain dans sa pensée, souverain dans son discernement, souverain dans sa relation au vivant, souverain dans sa quête spirituelle. Car une intelligence artificielle peut produire des réponses, mais elle ne peut pas faire grandir notre âme à notre place. Et si l'humanité est réellement à l'aube d'un réveil de certaines facultés psychiques, alors il devient urgent de ne pas les abandonner au profit d'une imitation extérieure. Il devient urgent de réapprendre à écouter, à penser, à sentir,
à douter, à discerner, à recevoir intérieurement sans renoncer à la lucidité. L'IA peut être un outil, mais l'âme humaine doit rester le centre. Et peut-être que toute la question est là. Allons-nous utiliser l'intelligence artificielle pour soutenir notre évolution ou allons-nous nous en servir pour éviter de devenir pleinement humains? J'aimerais terminer sur une note plus personnelle. Je ne crois pas que l'avenir de l'humanité se résume à une fuite dans la machine, dans le virtuel, dans le calcul ou dans une forme d'existence toujours plus abstraite. Je crois au contraire que cette période de fascination technologique peut provoquer un mouvement inverse, un besoin profond de retour à soi, au corps, à la nature, aux gestes simples, au rythme des saisons, aux communautés vivantes. Plus l'artificiel prendra de place, plus certains êtres ressentiront la nécessité de revenir à l'essentiel. Sentir la terre, marcher, cultiver, cuisiner, prendre soin d'un lieu, retrouver le silence, observer les cycles du ciel et de la nature, écouter son corps, réapprendre la lenteur, retisser des liens humains qui ne passent pas uniquement par des écrans. Bien sûr, je ne parle pas d'un retour nostalgique en arrière. Il ne s'agit pas de rejeter toute technique ni de rêver d'un passé idéalisé qui n'a jamais vraiment existé d'ailleurs. Il s'agit plutôt de retrouver un centre. Car l'être humain ne peut pas vivre seulement dans l'abstraction. Il a besoin de matière, de présence, de saison, de visage, de main, de lieu. Il a besoin d'appartenir à une terre, à un rythme, à une communauté, à une histoire plus vaste que lui. Et peut-être que l'IA, paradoxalement, nous obligera à redécouvrir cela. Elle nous obligera à nous demander ce qui, en nous, ne peut pas être automatisé, ce qui ne peut pas être simulé, ce qui ne peut pas être réduit à une donnée, à une prédiction, à une optimisation. Peut-être que le véritable avenir ne sera pas celui d'une humanité absorbée par les machines, mais celui d'une humanité contrainte de retrouver ce qu'elle avait oublié, la profondeur du corps, la sagesse du vivant, la force des liens simples, la nécessité du silence et la dignité d'une conscience incarnée. C'est en ce sens que je reste confiante. Non pas parce que la technologie serait sans danger, elle en a et ils sont réels, mais parce que l'être humain porte encore en lui une mémoire plus ancienne que les machines, une mémoire du feu, de la terre, de l'eau, du souffle, du ciel étoilé, une mémoire du lien. Et si nous savons garder l'IA à sa juste place, celle d'un outil et non d'un maître, alors elle pourrait même devenir le révélateur de ce que nous devons absolument préserver. Notre capacité à penser, à sentir, à aimer, à discerner, à habiter le monde, à faire communauté, à vivre en relation avec le visible et l'invisible. Car l'avenir de l'humain ne se jouera pas seulement dans les laboratoires, les algorithmes ou les réseaux numériques, il se jouera aussi dans un jardin, autour d'une table, dans une marche en forêt, dans un cercle d'études, dans une parole vraie, dans une main tendue, dans une attention offerte. L'intelligence artificielle peut calculer, produire, modéliser, anticiper, mais elle ne peut pas sentir la première lumière du printemps sur la peau. Elle ne peut pas attendre la germination d'une graine. Elle ne peut pas comprendre ce que signifie veiller un être aimé. Elle ne peut pas éprouver la gratitude d'appartenir au vivant. Et c'est peut-être là que commence notre responsabilité. Ne pas laisser la machine nous détourner de notre humanité, mais nous en servir comme d'un miroir. Un miroir parfois inquiétant, parfois utile, parfois fascinant, mais qui nous oblige à choisir. Choisir la présence plutôt que la substitution. Choisir la conscience plutôt que l'automatisme. Choisir le vivant plutôt que sa simulation. Et peut-être, finalement, choisir de redevenir plus pleinement humain.